Bonjour, bonsoir, bonne nuit, quelle que soit l'heure à laquelle vous écouterez cette émission. C'est une nouvelle émission de Radio Rhododendron après une longue pause suite aux fêtes de fin d'année, aux attentats, aux mariages et aux enterrements qui ont eu lieu dans le quartier et de par le monde. Ce soir, nous avons une invitée en la personne de Julia Kowalski. Bonjour. Voilà, ou bonsoir, ou Bonsoir, bonne nuit, ou bonne nuit. à votre convenance, qui vient nous parler d'un film qui sort très bientôt, le 17 février, donc premier long métrage, donc c'est très émouvant, c'est très fort. Vous êtes dans une phase personnelle assez... Oui, c'est vrai que j'attends, je suis impatiente en fait de le montrer et d'avoir des retours. Et... Oui, c'est vrai. On va essayer de vous donner quelques retours, enfin jeu en l'occurrence. Et donc ce film sort le 17 février, on verra un peu où plus tard. Oui, on ne sait pas encore exactement toutes les salles parisiennes et françaises, mais en tout cas, voilà, il y aura forcément des cinémas pas loin de chez vous, où que vous soyez. Et je vous laisse un peu nous dire qui joue dedans. Alors, le casting, donc déjà c'est l'histoire de Rose, une jeune fille de 15-16 ans qui en fait tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Roman, dont le père est ouvrier polonais, il travaille chez elle, et en fait il y a une histoire de désir triangulaire entre ces trois personnages. En fait, elle flash aussi bien sur le fils que sur le père, et on sait pas vraiment si finalement elle passe du temps avec le père pour avoir des infos sur le fils ou l'inverse. Et donc voilà pour l'histoire très rapidement dite. Et donc ouais, le casting, donc Rose, c'est Liv Henneguier, c'est une jeune fille qui avait vraiment 16 ans au moment du tournage, donc un poil plus que le personnage, mais pour des raisons de DAS, on était obligé de prendre une fille de 16 ans. Bon, ça se remarque pas du tout. Ça se remarque pas, et parce que ouais, il y a quelques scènes qui sont un peu crues, un peu des scènes de sexe, quoi. Donc c'était indispensable qu'elle ait la majorité légale. Et donc c'est la première fois qu'elle joue dans un long métrage. Elle avait fait un cours avant, dont elle avait aussi le premier rôle, et elle a eu un prix pour ce cours. Et j'avais vu par hasard ce cours à Pantin. Et en fait, pour trouver Liv, pour trouver Rose, j'ai mis 1 an. J'ai vu plein de jeunes filles. C'était super dur parce qu'en fait, je cherchais vraiment un personnage singulier, parce que en fait, Rose, elle n'est pas la jeune fille ordinaire des films d'ado, où elle n'est pas spécialement jolie, c'est pas une bimbo, c'est pas c'est pas un objet de désir, mais c'est au contraire une fille un peu rugueuse, un peu dure, un peu garçon manqué, un peu qui d'ailleurs est un peu ce que j'étais moi, je pense, à l'adolescence. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui me disent qu'on se ressemble pas mal physiquement. Je crois que c'est un peu vrai, mais c'était pas le but, en tout cas, mais peut-être inconsciemment, mais en tout cas, c'était pas... Enfin voilà, en tout cas, Liv, ça a été un sacré marathon pour la trouver, et je suis super contente parce que... Et elle a déjà eu un prix aussi pour ce film. Elle a déjà eu un prix d'interprétation. Exactement. Elle a eu le prix d'interprétation au festival d'Amiens, du film d'Amiens, ce qui est génial. Et puis en fait, oui, donc le film, il a déjà pas mal tourné en festival, et on a eu quelques prix. Et effectivement, Liv, elle participe à fond du succès du film, ça c'est sûr. Et il y a aussi donc le père de Roman, donc l'ouvrier polonais, qui est interprété par un acteur qu'on connaît pas trop ici, mais qui est connu en Pologne, c'est ça? Exactement. Donc c'est Andrzej Hera. Donc ici on dit Andrzej Shira. Donc Andrzej Hera, en fait, lui en Pologne, c'est une star. C'est assez marrant parce que ici on se rend pas compte du tout, alors que là-bas c'est vraiment presque l'équivalent de Depardieu, ou plutôt Devers, parce qu'en fait il a une vie un peu sulfureuse, avec des problèmes d'alcool, des histoires de filles qui n'en finissent pas. Il est tout le temps genre dans les magazines People à la une des gossips et des je sais pas quoi. Enfin, et en fait, il est un peu connu en France quand même, parce qu'il a joué dans l'adaptation d'Un tramway nommé Désir par Warlikowski à l'Odéon avec Huppert. D'accord. Et d'ailleurs là, il va jouer à nouveau avec Huppert à Chaillot. En France, il est connu d'un milieu de théâtre très très pointu, on va dire. Mais par exemple, Olivier Père, le président d'Arte Cinéma, lui, il connaissait, il adore. C'est rigolo parce que c'est vraiment pas du tout le cas de... Enfin, moi, je connaissais parce que je suis polonaise et que j'avais vu des films de lui, mais c'est pas vraiment... Effectivement, ici, il est pas très connu, quoi. Et Roman, on peut aussi dire... Donc celui qui joue Roman, c'est Johan Zimmer. Oui. Donc lui, c'est un jeune Belge qui vit à Bruxelles, qui avait joué dans le dernier film des Frères Dardenne, 2 jours, 1 nuit. D'accord. Qui a une petite scène où il donne une claque à Marion Cotillard. Rien un que bon ça. Début. Un bon début. Et en fait, donc voilà, lui, je l'ai rencontré très tôt, mais ce qui est marrant, c'est que
D'entrée, je savais que ce serait lui Ouais, qui non, lui, jouerait Roman. il a du charisme pour Il son a un personnage, truc, il va très bien. Ouais. Et en même temps, comme j'avais pas Rose, j'ai attendu 1 an avant de lui dire que c'était lui parce qu'il fallait absolument ajuster le couple. Ouais. Et donc c'était assez rigolo parce que pendant 1 an, il s'est dit bon bah elle m'a zappé, aucune nouvelle du casting. Et puis en fait, je l'ai rappelé 1 an plus tard en lui disant bah au fait tu te souviens, mais oui j'avais aucune nouvelle. Dans ces métiers-là, 1 an, c'est comme une journée. Exactement, ouais. Il vaut mieux se dire ça. Mm. Bah écoutez, moi j'ai eu la chance de voir le film un peu avant la sortie. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, notamment les associations très réussies de textures sonores, visuelles, matières. On est un peu, c'est un peu anachronique, on ne sait pas si on est aujourd'hui ou dans les années 80. Il y a toujours le rapport du corps avec son environnement. Par exemple, l'ouvrier, il fait des travaux. Il y a le rapport à la matière, il arrache des pans de mur, il défonce des pans de mur. Il y a un plan que j'aurais pu trouver très vulgaire dans un autre contexte, qui est un plan tournant, caméra pivote en plongée sur les 2 acteurs couchés, voilà, et qui fonctionne, en fait, qui a fonctionné chez moi aussi parce qu'il y a cette espèce de dessin comme ça, des câbles qui circulent et qui le fait sortir justement. Bon, il y a aussi tout le contexte du film qui fait qu'on sait que c'est pas un plan vulgaire, et ça fonctionne très bien. Je sais pas si déjà sur ça. Si, en fait, effectivement, donc, avec mon chef opérateur, on a vraiment un travail déjà de suivi. En fait, on avait déjà travaillé ensemble avant, on se connaît très très bien et on a découpé le film. Les cadres sont tous un peu conçus comme des photos ou des peintures, donc je suis un peu maniaque, je peux le dire. Enfin, rien n'est lié au hasard. On a même cherché les décors en fonction des plans et non pas conçu les plans en fonction des décors. Ouais. Donc par exemple cette fenêtre qui est un cadre de cinéma la maison a été choisie en fonction du plan où Joseph et Rose dansent. D'accord. Donc c'était vraiment, on a choisi ce décor en fonction de ce plan parce que je voulais absolument que le plan commence sur Rose dans la cuisine, qui a un premier panneau, puis un travelling avant, puis un léger travelling arrière. Enfin, en fait, tout est... Et donc, oui, il y a une vraie correspondance aussi de couleurs, donc des codes couleurs, de l'anachronisme aussi. Oui, donc j'ai plein de choses à dire sur ce que vous venez de dire, effectivement. En gros, les personnages, ils ont tous un seul et même costume, et donc qui les caractérise un peu comme une seconde peau. Donc on n'est vraiment pas dans du réalisme et qui sont conçus aussi en fonction des décors. Donc par exemple, Joseph, il a toujours cette chemise orange qui n'est pas du tout une chemise habituelle pour un ouvrier polonais. Donc il est soit sur fond vert, soit sur fond orange, systématiquement. Il y a vraiment des codes comme ça. Et en Pologne, il a plus sa chemise de chantier. Il a un t-shirt, mais qui est le même orange que la chemise. Tout est un peu... voilà, c'est pour ça que... Il y a peut-être juste un moment où il arrache justement un bout de papier peint, où il se retrouve devant une surface très noire, et ça correspond à un moment d'énervement aussi, donc je pense aussi... Voilà. Et il y a justement toute une psychologie qui se fait par les couleurs, comme vous dites, aussi par le champ contre champ, dans les moments où il y a carrément, c'est quasi impressionniste, quand il y a des flous très marqués, complètement brouillés, quand elle est dans la voiture, dans la soirée aussi, quand elle est dans la soirée. Et ça, c'est en fait un second plan, pour expliquer pour les auditeurs. Il y a vraiment un second plan qui n'est pas flou, mais qui est complètement brouillé, pratiquement illisible. Et ça, c'est très rarement utilisé. En fait, je voulais qu'on soit dans sa tête. Et donc, dans sa tête, parfois, c'est brouillé. Enfin, pour expliquer ça très sommairement. Et je voulais qu'on soit en immersion totale dans la tête de cette jeune fille et qu'on vive avec elle, qu'on ressente avec elle toutes ces émotions fortes, âpres, amères, dures et honteuses parfois, ou au contraire des grandes joies. C'était là tout l'enjeu du film. Donc effectivement, la composition des plans va dans ce sens. Et finalement, ce qui se passe réellement au second plan, on s'en fiche. Oui, dans ces moments-là, c'est des moments très précis où on comprend justement que son père, finalement, à ce moment-là, elle s'en moque. Voilà. Dans la soirée aussi, on comprend qu'elle est un peu entre deux. Exactement, ouais. Et même de manière générale, le scénario, donc pour rebondir, finalement, est un prétexte à parler de sentiments et à vraiment nous immerger dans la tête de cette jeune fille, plus que l'histoire en soi. Donc, elle m'importe, bien sûr, pour des raisons personnelles. Il y a plein de choses qui sont inspirées de ma vie, tout ça. Mais en fait, finalement, c'est pas du tout le principal. Pour moi, après, c'est vraiment, la partie formelle dans laquelle on s'échappe. Voilà, tout à fait, ouais. Oui, d'ailleurs, on parlait donc de la psychologie dans le cadre. Il y a jamais de prise de pouvoir, par contre, des personnages par rapport à leur position dans le cadre, que ce soit par des contre-plongées, des choses comme ça. Les personnages sont toujours dans des rapports
justement à peu près d'équité, et c'est justement par ce code de couleur, de floutage, etc., qu'on entre un peu plus dans leur psychologie. Et il n'y a pas non plus de psychologie dans le jeu extrême comme chez Cassavetes, etc. Et donc, enfin, moi personnellement, ça m'a beaucoup plu. Merci. En fait, effectivement, je voulais pas rentrer dans une explication psychologisante, notamment du personnage de Rose, qui a des actions un peu... ça vole en éclats, en fait. Elle fait des choses qui sont plus ou moins compréhensibles par les gens, enfin, que moi je comprends. Mais je comprends que tout le monde ne comprenne pas. Oui, ce sont des choses qui sont parfois dures à défendre. Voilà. Et en fait, je voulais surtout pas donner d'explications rationnelles à tout ça. Par exemple, on peut imaginer que l'absence de la mère, qu'il y a plein de choses comme ça qui pourraient expliquer son comportement, mais en fait, je préfère que chacun se fasse sa propre histoire, et je voulais surtout pas tomber dans un récit explicatif, trop narratif. Oui, mais je crois qu'on en a assez qui sortent toutes les semaines. On en a déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté ? Toujours sur cette histoire des couleurs et des cadres, effectivement, le fait qu'on a des plans qui sont même des plans de films de genre. Ça rejoint aussi la musique dont on va parler. Ouais. Et on est parfois dans une ambiance film fin années 70. Oui. Ou film d'horreur. En fait, effectivement, voilà. On a beaucoup travaillé. Par exemple, le plan où elle brûle la lettre, qui est un très lent travelling sur elle, on a l'impression qu'elle fait une messe noire. Enfin, il y a effectivement des plans qui sont très référencés. Même à un moment donné, elle passe un coup de fil pour un truc entre guillemets pas anodin, mais effectivement. Ça pourrait être une scène effectivement dans un film où quelqu'un appellerait pour appeler à l'aide. Et là, il y a un coup d'orage, ou quand elle se maquille. Enfin, tout est traité de manière un peu. Diabolique, et parce qu'effectivement c'est d'une part des références formelles et esthétiques que moi j'ai, parce que j'ai regardé énormément de films d'horreur, je me suis nourrie et j'ai grandi avec ça, donc ça c'est sûr, mais aussi parce que j'avais encore une fois envie de m'éloigner d'une réalité sociale contemporaine trop... Très traitée, extrêmement traitée. Exactement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Que oui, ça. Oui, effectivement, souvent dans beaucoup de films le genre de film dont on est en train de parler, on voit évoluer des personnages, on va dire sentimentaux, animés de sentiments forts, dans des environnements très froids, inhumains, et donc on comprendrait que ces environnements froids, c'est le résultat sur eux d'une société qui les rend, et qui sont en lutte avec ça. Dans le vôtre, j'ai plutôt justement l'impression que la mélancolie vient plus de tout le côté formel, justement, de la musique, des couleurs, de l'environnement, ou même des mouvements que font les personnages, mais pas de grands sentiments qu'ils vont exprimer, ou pas de leur manière de parler, des fois même ils agissent juste, ils parlent pas. Il y a une grande importance aussi au silence, mais là je mélange trop de choses en même temps, parce que la comédienne joue de la flûte, donc il y a un rapport à la musique, et il y a beaucoup de choses qui se jouent, se dénouent dans le silence, ce qui est assez appréciable aussi, parce que c'est assez rare au cinéma. Mais j'ai mélangé deux choses. Du coup, je vous ai balancé deux trucs en même temps. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais effectivement, le silence, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je trouve que le cinéma français est généralement trop bavard. Et même là, je trouve que mon film est déjà bien bavard à mon goût. Mais, ça va, franchement, ça va. Mais en tout cas, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par des regards, des gestes, et donc pour répondre à la première question, donc la mélancolie qui provient beaucoup de l'extérieur, qui provient beaucoup de l'extérieur. Alors ça, c'est une interprétation que je trouve chouette. je suis d'accord, c'est pas spécialement quelque chose qui est voulu. Enfin, effectivement, donc il y a un environnement, en tout cas, voilà, il y a de toute façon une espèce de petit monde, de microcosme qui a été recréé comme une bulle. En fait, il n'y a pas de figurants, donc tous les décors sont à la fois très réalistes, parce que c'est des vrais décors, c'est pas de la construction, tout a été, bien sûr, les tapisseries, tout ça ont été choisis très minutieusement, mais en fait rien n'est dû au hasard, donc comme on disait tout à l'heure, et il n'y a pas d'objets qui ne sont pas nécessaires à l'action. Donc c'est comme une espèce de mini-monde épuré, super minimaliste, qui fait que, en effet, on est dans une bulle qui serait donc la tête de Rose, un peu à la manière d'un conte, finalement. Enfin, on n'est pas dans la réalité, quoi. C'est comme une réalité décalée d'un demi-ton sur une grille. Voilà. J'aime bien dire, c'est un truc que je dis souvent, que pour moi, je conçois plus le film comme un rêve ou un cauchemar, on ne sait pas trop, ou un souvenir, et non pas comme la réalité. Donc, d'où cette atemporalité. Mais c'est intéressant le truc des objets, parce qu'effectivement, je l'avais pas remarqué.
Et en fait, j'ai pas mal de moments qui reviennent du coup. Il y a rien qui est en trop, quoi. Enfin, ou vraiment le strict minimum. Et du coup, ça donne un effet comme ça un peu étrange de non-réalisme. Et en même temps, c'est pas tellement trop... Enfin, j'espère en tout cas pas trop appuyé. Non, non, parce que j'avais même pas... Enfin, ça m'avait pas frappé en fait, mais c'est vrai que c'est... Après coup, c'est assez évident en fait. Tant mieux. Et du coup, cette histoire-là de mélancolie qui vient de l'extérieur m'amène à ma seule réserve qui concerne donc l'absence de romantisme, au sens premier du terme chez les personnages, etc. Ils sont tous assez égoïstes, assez froids, assez... Oui, c'est vrai, ouais. En fait, ils agissent tous pour leurs propres intérêts. Et donc, en fait, moi, j'aime bien l'idée qu'il n'y a pas de bon et il n'y a pas de méchant. Et tout le monde est les deux à la fois. Et donc, le père, Joseph, il a abandonné son fils et il est super lâche, il n'ose pas y aller. Et en même temps, on le comprend. Enfin, Rose, elle est à la fois quelque part victime de ces hommes et en même temps surtout très active dans tout ça. Et elle va donc mentir à sa copine, essayer d'empoisonner sa petite sœur. Enfin, elle fait des choses qui sont vraiment... Enfin, elle est un peu odieuse, quoi. Ouais. Et en fait, moi, j'aime bien l'idée de dépeindre des personnages qui sont pas... manichéens en fait qui sont les deux systématiquement et effectivement c'est pas en fait oui et puis même les rapports entre eux sont assez crus, sont assez durs, assez utilitaires et peut-être que c'est mon image du monde actuel en effet. C'est pas de travailler dans le cinéma qui vous a rendu comme ça? Non, pas spécialement. Mais oui, mais c'est vrai que le cinéma est bien connu pour être... Bon. Comme tous les milieux aujourd'hui, voilà, on va dire ça. On va botter en touche. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour d'une série d'impressions et de volontés qui vous ont animé dans ce désir de faire ce film, que j'invite une fois de plus les gens à aller voir le 17 février. Dans toutes les salles. Dans un maximum de salles, espérons-le. Un maximum, espérons-le, parce qu'effectivement, ça va être une petite sortie. Voilà, il faudra que vous guettiez un petit peu, mais on vous en reparlera quand on aura plus de précision. On communiquera les endroits où ça sera possible de le voir. Et on va tout de suite écouter, puisqu'on fait rien dans l'ordre, on va écouter le générique de fin après le générique de début, c'est déjà pas mal. Mais l'émission n'est pas finie. Nous écoutons le générique de fin, mais nous revenons après avec un autre intervenant, et toujours Julia. Et on se retrouve dans à peu près 3 minutes.
C'était donc le générique de fin du film Crash Coeur de Julia Kowalski avec la musique de Daniel Kowalski. Toujours en salle le 17 février, ça n'a pas bougé. Et nous avons donc pour notre deuxième partie un nouvel intervenant, la personne de Liam Engel. Bonjour. Bonsoir, bonne nuit. Bonsoir, bonne Je nuit. sens que ça va devenir un gimmick. Qui est là en qualité de voisin, ami, réalisateur, lecteur de scénario. Voilà, exactement. Mais surtout de lecteur de scénario. Je suis surtout ici en qualité de lecteur de scénario aujourd'hui. Et ouais, d'homme tout à fait. parfois animé par des lubies bizarres, puisque cette activité de lecteur de scénario vous a amené à rédiger des statistiques par rapport à tous les scénarios que vous êtes amené à lire. Exactement. Alors déjà, je vais commencer par instaurer le tutoiement. Donc voilà, que les auditeurs soient pas étonnés. Alors très concrètement, en fait, moi je suis lecteur de scénario pour plusieurs sociétés que je vais pas nommer malheureusement, mais qui sont des grandes sociétés de ciné français, de marché, quoi. Voilà, Donc, avec 3 lettres qui se suivent, voilà, avec ou- un G au milieu, des trucs comme ça. et, Sans vouloir mettre personne. Et qui que ce soit mal à globalement, l'aise. je suis donc lecteur depuis plusieurs années, depuis 7-8 ans, on va dire. Et voilà, disons que j'ai toujours eu un attrait pour la forme scénaristique. Et c'est vrai qu'à force de lire, des fois, on a une certaine frustration par rapport à ce qu'on lit et comment les choses sont présentées. Et on aimerait bien que les choses changent. Donc, il m'est arrivé de me plaindre souvent sur les réseaux sociaux, jusqu'à un jour compiler, faire des statistiques en fait sur les derniers scénarios que j'avais lus. J'ai pris les 100 derniers scénarios que j'avais lus il y a un an quoi, à peu près, et pour voir un peu quelles étaient les tendances dans ces films, enfin dans ces projets de films, en termes de scénario, de personnages, de format, de plein de choses. Donc est-ce que tu veux que je rentre dans l'art directement? Ouais. Résultats, ouais. Bah, globalement, donc j'ai pris les 100 derniers films que j'avais lus, pardon. Vu que je bosse pour des sociétés qui cherchent surtout des films de marché, comme on dit, mes résultats sont un peu biaisés, donc c'est pas. Si je lisais par exemple pour le CNC, les résultats seraient différents, quoi. Donc là, c'est un peu particulier. Mais je pense que j'ai un instantané assez instructif de un peu des grandes tendances du cinéma commercial ou du cinéma commercial hypothétique français. Bon, puis on a malgré tout besoin que ce cinéma fonctionne pour payer les Exactement. films un peu moins commerciaux, tant qu'on est dans un truc d'échange et de partage. C'est vrai. Pour la faire courte, alors, par quoi je commence? Je vais peut-être revenir, j'ai les stats sous les yeux, mais il faut un peu les trier. Je vais le faire dans l'ordre. La longueur moyenne des scénarios que j'ai lus, c'était de 101 pages. Vu qu'il y a la vieille règle du Alors, page une Une minute, page, soi-disant, une ouais. minute. Je t'interromps avec le tutoiement que tu as instauré. Je préfère étant donné que, vu que c'est assez. C'est pas très français. Ah, vu que c'est pas français, d'accord, C'est pas ok. très beau. Ok. Si bien que je la fais vite et vous m'interrompez s'il y a un truc qui vous intéresse. Hein. Le sexe du scénariste. On avait en majorité des hommes, 64% d'hommes, 24% de coécriture homme-femme et 9% de scénarios seulement écrits par une ou plusieurs femmes. Ouais, c'est très peu. Je trouvais ça intéressant. Dans le genre, on avait très précisément 49 comédies. Dans comédie, il y avait de la comédie noire, de la comédie fantastique, des choses comme ça, mais voilà, principalement de la comédie. 21 films que j'ai classifiés en drame, 14 en comédie dramatique, genre un peu flou, qui est dur à définir, mais voilà. Et puis seulement 6 polars ou thrillers. Et 50... pas de film de genre. Genre horreur. Non, très peu. Il y avait il y avait 2 films d'aventure, je crois, à peu près, quoi. Que j'ai classifié en aventure, c'est un peu difficile. Ouais, ils osent même pas trop en fait aller se frotter. Les gens qui font du film d'horreur, ils vont directement sur d'autres circuits a priori. Exactement, c'est Ouais. ça. Ouais, voilà. Donc c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un instantané biaisé, enfin juste un fragment du cinéma. 50% des films se passaient à Paris. La plupart du temps, les films n'ont pas besoin de se passer à Paris en plus. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu gênant. Bah, en fait, le problème c'est que les gens qui veulent travailler dans le cinéma ont besoin de se trouver à Paris. donc Et ils du racontent coup, ce qu'ils ils vivent. voilà, ils racontent ce qu'ils. Et mais c'est vrai que c'est presque effrayant qu'ils soient pas capables d'abstraction. Mais bon. C'est étonnant. Ouais. Après, ce qui est étonnant aussi, c'est que donc, le cinéma est vachement aidé par les fonds régionaux. Ouais, ouais. Et donc, c'est parfois bien plus intéressant. Bon, effectivement, le fonds régional d'Île-de-France est le plus élevé de Ouais. tous, mais c'est aussi le plus difficile à obtenir. Bah oui. Alors, j'imagine que dans ce type de film, ils n'ont pas forcément besoin de faire appel Ils ont moins besoin à des ce régions. type de financement, mais en tout cas, pour ce qui est du film d'auteur, c'est beaucoup plus intéressant de filmer, de tourner d'aller en en région, région. Exactement, ouais. Et c'est vrai que la plupart de ces films ont souvent une approche un peu générique, enfin c'est un peu des films un peu génériques, et du coup l'ancrage dans un territoire ou un décor est finalement secondaire pour la plupart du temps en fait. Ouais, ouais, C'est si un- c'est une comédie urbaine, elle peut se passer à Lyon. C'est Voilà, pareil. et donc du coup c'est Mhm. bon, on n'a qu'à dire Paris, enfin c'est même pas la question n'est même pas posée en fait. Ouais. Voilà. Et juste pour l'anecdote, la deuxième région la plus représentée c'est le sud et la Côte d'Azur avec 11 occurrences. Voilà.
En termes d'époque, enfin l'époque à laquelle se passent les films, 85% se passe dans le présent. Et après, il y en a plus ou moins un par décennie entre le 19e siècle et maintenant, enfin entre fin 19e et maintenant. Et il y en a un qui se passe dans le futur, en 2017, Un seul. à l'occasion de 2017. l'élection présidentielle. Ah oui. Voilà. Ça va pas très loin dans le futur. Voilà, quoi. c'est ça. L'anticipation n'est pas de mise. Les âges et les sexes des héros. Alors, 62% des films ont un héros qui est un homme, un ou plusieurs hommes. Bah, c'est écrit par 64% d'hommes, donc finalement ça se tient. c'est très Ça se tient, proche. ouais, cohérent, effectivement, ouais. 24% de personnages principaux femmes et 12% où c'est réellement mixte. Voilà. Pareil, c'est un peu subjectif. Il a fallu classifier un peu de tête en relisant mes résumés en mode genre, bon là c'est vraiment un personnage secondaire, nanana, c'est un peu compliqué. En général, les héros masculins ont 32 ans. Les femmes, curieusement, sont plus vieilles. Dans les films où elles sont les héroïnes, avec une moyenne de 37. Ah, c'est étonnant ça. Par contre, non mais attention, je vais retomber sur mes pattes dans le résultat que tu attends, à savoir que l'homme est en moyenne plus vieux de 3 ans que la femme. Voilà, quand ils sont en couple, voilà. Et il n'y a qu'un seul film où la femme est plus âgée que l'homme, et c'est un film de gigolo. Voilà, donc D'accord, tout merveilleux. tout est respecté, donc voilà, on peut dormir sur nos deux oreilles. Sur le plan de la forme scénaristique, ça c'est un truc qui me tient vachement à cœur, parce que souvent j'ai l'impression que les scénaristes écrivent comme si comment dirais-je, comme si il y avait que leur scénario qu'on allait lire, et parfois ils oublient qu'un scénario c'est lu au milieu de genre 50 autres scénarios, enfin 10 ou 8 autres scénarios, enfin voilà. Et du coup il faut tout faire pour un peu être clair et lisible. J'ai recensé que 40% des scénarios sont entre guillemets au bon format, comme on dit, à savoir avec des dialogues centrés, enfin tu vois, un format qui ne triche pas trop sur la mise en page pour tricher sur la longueur. Étonnamment, 54% des scripts sont écrits en courrier, qui est un peu la typo légendaire. Là, on parle de police 5 de caractère, on est quand Ouais, mais ça peut intéresser les enfants lecteurs, vu que c'est un peu le poncif du scénario à l'américaine en fait, qui a été un peu important. C'est parce que en France. pour les novices, si vous sortez des noms de police de caractère, c'est. Mais allons-y. Oui, enfin, le courrier c'est la police machine à écrire quoi. Enfin, Ouais. voilà, ouais. Après on a 22% de Times New Roman on va dire et 20% Arial. 22% des films ont recours à une voix off. Même si j'ai remarqué que le ça c'est moi était un peu en perte de vitesse. Voilà. C'était un peu un poncif des comédies. Voilà. Si je devais dégager des modes ou des tendances, j'ai recensé qu'il y avait pas mal de films de vieux, ou d'amitié jeunes-vieux, ou de jeunes et de vieux qui doivent cohabiter. Ça c'est un truc très à la mode. Il y a beaucoup de comédies de banlieue ou de comédies d'inversion sociale, genre un riche qui doit habiter chez les pauvres ou inversement, ce genre de choses. Bon, ça, c'est depuis Intouchable. Intouchable, ouais. Voilà, disons qu'Intouchable, c'est un exemple parfait de ça. Ou Neuilly sa mère, enfin des films comme ça. Beaucoup de comédies d'imposture, ça se rejoint en général. Un personnage obligé de se faire Dans la passer pour un réalisation, vous voulez dire, ou dans le scénario? Pour l'instant, Ne se seulement, prononce pas, c'est ça. non, seulement Pour dans le l'instant, scénario. Pour seulement l'instant. d'écriture. Je ne prononce pas sur la réalisation. Voilà, donc un mec qui doit se faire passer pour un gay ou un aventurier qu'il n'est pas, ou quelque chose comme ça, quoi. On distingue également un goût pour les immigrés et les clandestins et un soupçon de road movie. Voilà, Soupçon. un soupçon. Et pour finir, un petit mot sur mon appréciation de ces scripts. J'en ai classé la moitié en mauvais ou en très mauvais. 23% en moyen, 11% en pas mal et 15% en bon, dont 4 très bons. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit graphique. C'était un peu l'année 2015, 2014, ouais, c'était un peu l'année 2014, quoi. C'est-à-dire Bah, c'est des scénarios qui ont été lus entre entre mi-2014 et mi-2015, exactement, grosso à peu modo. près, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, je m'étais dit que le film idéal, c'était l'histoire d'un Parisien de 32 ans, obligé de se faire passer pour quelqu'un d'autre, enfin, de quelqu'un qu'il n'est pas, dans un milieu qui n'est pas le sien, qui se lierait d'une amitié improbable avec son opposé, en l'occurrence un vieux qui doit faire sortir de sa maison de retraite, et partirait en road trip avec lui. Voilà. Pas Donc, mal. si vous Bon, écrivez je vais y ça... songer pour le prochain, ce serait peut-être C'est un- mieux ouais, financé. voilà, C'est ça. un bon pitch. Il faudrait qu'il y ait sur son road trip, il y ait quelques immigrés quand même. Oui. Parce que du coup, on a Bien pas. jamais On a, les on immigrés. a- Hop, on place quelques Polonais au passage. Ouais. Bah voilà, Parce ça que y là, est. on a oublié quelques trucs en route. Mais... Donc voilà globalement mes petites remarques. Ouais. Et alors, ce qui serait pas mal, ça serait que vous trouviez quelqu'un qui lit pour le CNC et qui puisse faire l'équivalent. Ce serait Pour hyper qu'on puisse intéressant. confronter, quoi. Ah ouais, il faudrait Parce que que- déjà, je pense qu'on aurait plus de femmes qui écrivent, on aurait plus de sujets avec des personnages féminins aussi. Ce serait vraiment intéressant de voir la Après, proportion. en termes de statistiques, je pense que le résultat serait à peu près le même de bon, Ah passable. oui, ça, Ah oui, c'est possible, ça, ouais. c'est fort probable. Ouais. Ce serait peut-être que ce serait même presque pire, vu que à la limite les scénarios que je lis souvent ont une recherche vaguement d'efficacité qui fait que c'est, même quand c'est nul, parfois c'est pas un cauchemar à lire, mais c'est vrai que des fois quand je lis des mauvais films d'auteur, c'est vraiment horrible. Enfin voilà, c'est un peu qui tout double quoi. C'est voilà. Bon, je fais un peu de généralité, mais
En fait, le film d'auteur est horrible à lire et le film de production est horrible à regarder. Voilà, c'est ça. Pas mal. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Et du coup, moi, ça m'intéressait de savoir un peu par rapport au financement de ton film. Est-ce que tu peux nous détailler un peu comment ça s'est passé Donc le parcours du film. Le parcours dans du Ouais, film. parce Dès que pour l'époque du scénario. les néophytes, il faut expliquer que c'est un parcours du combattant et que c'est un faible mot. Hein. Voilà, Et donc déjà, on peut dire que ça a pris 5 ans entre le début de l'écriture et la réalisation, et le tournage. Donc, et Cannes, on va dire, parce qu'on a eu notre première à Cannes en mai dernier. Et ça a pris 5 ans, donc c'était effectivement très long, les phases d'écriture. Moi, j'ai eu la chance d'avoir très vite des prix ou des bourses. En fait, j'ai commencé au Moulin d'Andé, donc qui est une résidence d'écriture en Normandie, dans l'Eure, qui est un endroit absolument génial. C'est un vieux moulin sur un bras de la Seine où on rencontre... en fait, on est 10 par an, 10 résidents par an. Et ça crée des liens. Donc, moi qui venais pas du tout du milieu de la fiction, en fait, moi avant, j'avais fait des documentaires. Du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont devenus des vrais amis de cinéma. Et puis aussi de rencontrer des producteurs, parce que les producteurs viennent chercher des projets au moulin. Donc ça, c'était déjà une première étape qui était vraiment fondamentale pour moi. Après, j'ai eu l'aide à l'écriture du CNC, donc ça, c'est pas mal parce que c'est de l'argent, donc c'est super. Oui, donc ton écriture a été rémunérée, ça c'est rare. Voilà, c'est bien. exactement. Avant même d'avoir un producteur, donc ça, c'est cool. Puis Comme ça, le producteur avait moins besoin de te payer, du coup, donc, il devait être super content. Voilà, donc il y a des beaux et des mauvais côtés là-dedans, mais effectivement, dans mon type de film, de toute façon, il fallait pas tellement compter là-dessus, donc c'était pas mal. Et puis après, j'ai eu Beaumarchais, le prix Cinéma Beaumarchais. Pareil, c'est de l'argent. Et puis le prix Sopadin, le grand prix, c'est un prix du meilleur scénariste de l'année, donc je crois que c'était en 2013. Qui est en fait, ce qui est très bien aussi avec Sopadin, donc effectivement c'est aussi de l'argent, c'est une adaptation radiophonique sur France Culture du scénario du film, mais c'est aussi en fait le plus important, c'est que le jury de Sopadin, c'est donc Olivier Père qui est le président d'Arte, Franck Weber à l'époque de Canal, des gens comme ça très importants dans la profession qui sont des gens relativement inaccessibles ou très très sollicités en tout cas pour des films comme le mien. Et en fait, qui lisent avec attention. Et donc, quand tu as le Grand Prix, forcément, ils sont plus avenants et plus à même de... Donc, pour le parcours de financement du film, c'est super important, en fait. Et donc, par la suite, donc, je sais pas, je pense que j'ai dû oublier des trucs de scénario, comme par exemple l'Atelier Grand Nord, qui est une résidence au Canada, qui était purement... un moment de bonheur parce que tu fais du ski de fond, du traîneau avec des chiens, tu vis dans un château en bois d'érable sur le bord de la rivière des Outaouais. C'est des anecdotes, mais en fait, c'est aussi des endroits où tu travailles sur ton scénario avec différents script doctors. Et puis aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, chaque fois que tu as un prix ou une bourse, on te colle ou tu choisis ou bien on te désigne un consultant, parrain, tuteur, ça porte différents noms suivant les bourses, mais en fait c'est toujours la même chose, donc quelqu'un qui va t'aider à avancer sur ton projet et qui sont des gens à la fois dont la vie peut être précieux comme un peu Étouffant. Ouais, en fait, bien sûr, tu t'en fais ce que tu veux, donc il faut savoir faire le tri. C'est ça un peu le grand problème de l'écriture très longue d'un scénario. T'es passé par plusieurs étapes, plus la prod, t'as fait quoi? T'as fait 20 versions de ton scénario? Ouais, je pense pas loin, quelque chose comme ça. Voilà. C'est dur de dire parce qu'il y a des versions qui s'appellent V8 oui, et 0,5. Voilà, exactement. Donc au final, je pense facilement 20 versions avec des grands chamboulements. En fait, au départ, mon scénario, il y avait 3 histoires qui étaient séparées. Il y avait l'histoire de Rose, celle de Joseph et celle de Romane, qui étaient 3 chapitres et qui se mêlaient. En fait, on avait des éclaircies sur les autres chapitres en découvrant les suivants. C'était beaucoup plus conceptuel, formellement. Plus complexe en termes d'écriture. Voilà, et puis en fait, finalement, j'ai simplifié pour garder que l'histoire de Rose. Et donc, la vie, le background de Joseph, par exemple, en Pologne ou en France, sa vie en France, on en voit très peu. De même que celle de Romane, qui avait lui carrément une histoire avec un golfeur. Enfin, il y avait plein d'histoires annexes qui ont complètement disparu parce que un premier long métrage, il faut aussi aller à l'essentiel. Et enfin, je sais pas si je suis allée à l'essentiel, mais en tout cas à un essentiel possible qui fait que, tout a été vers la simplification du scénario.
Et je sais plus où j'en étais. Donc... Mais justement, et alors, du coup, tu as réuni combien de budget au final et grâce à quel guichet? Alors, donc au final, ça a été quand même très dur malgré tous ces prix au scénario parce qu'on a eu vraiment. J'ai eu vraiment de la chance d'avoir tout ça. Donc finalement, j'ai bien vécu pendant l'écriture, mais par contre, on a quand même eu beaucoup de difficultés à réunir le budget. Donc au total, on l'a fait avec 700 000 €. Ah ouais. Donc ce qui est très peu. Ça paraît énorme pour les auditeurs qui connaissent pas le milieu du cinéma, mais c'est vraiment à titre de comparaison, dérisoire. Une comédie familiale comme Les Marseillais qui sort bientôt avec Cadmerade. Mais Les Marseillais, ça va être très cher, mais disons que c'est en dizaines de millions d'euros, c'est 20, c'est 30. Non, c'est pas tant que ça. Je pense qu'un film comme Marseille, c'est ça, ça va être, je sais pas, 10, je sais pas, quelque chose, mais c'est disproportionné par rapport à ce qu'il y a à l'écran. Donc quoi, ça fait 15 films. Mais disons, oui, la plupart des films se font pour 2, 3, ça dépend un peu, des fois il y a une moyenne. En gros, par exemple, je crois que mon film, c'est le prix d'une toute petite publicité, quoi. Une publicité low cost. Ah oui. Par exemple, quoi. Donc effectivement, ça paraît énorme, mais en fait, pour les salaires, tout ça, donc il y a l'annexe 3. Après, ça, c'est d'autres. On va peut-être pas rentrer dans des digressions qui sont un peu techniques, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que donc concrètement, en fait, on n'a pas eu l'avance sur recette, malgré le fait que le CNC nous avait aidé à l'écriture, au développement, qu'on avait eu le fonds d'aide à la diversité. Enfin, on avait eu plusieurs étapes. On est pourtant passé en plénière et on l'a pas eu parce que, pour différentes raisons, à chaque fois, c'est difficile à dire, mais en tout cas, on comptait vraiment là-dessus. C'est dommage d'avoir quasiment toutes les aides au scénario et pas l'aide à la production reine. C'est un peu l'absurdité parce que tu te dis, l'aide à l'écriture, c'est 30 000 €, le fonds d'aide à la différence, on a eu, je sais pas, peut-être 80 000 € du CNC et finalement, ils donnent pas l'aide. C'est comme s'ils avaient mis cet argent à la poubelle quelque part, on peut se dire ça, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, voilà, c'est des commissions qui sont indépendantes les unes des autres. Et donc voilà, donc par malheur, on n'a pas eu l'avance sur recette. En revanche, on a eu donc l'équivalent de l'avance en Pologne, puisque c'est une coproduction franco-polonaise. Et on a eu en France donc Arte qui nous a soutenus par le biais de la Sofica, en fait. Sans entrer dans des grandes digressions, on a eu Arte, on va dire, même si c'était pas le fonds à la coproduction parce que c'était compliqué à ce moment-là. Mais on a eu de l'argent d'Arte, on a eu Ciné Plus qui a investi aussi, la région Bretagne où on a tourné, des Sofica. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai peut-être oublié des petites choses, mais globalement, c'est ça en fait. Pour que les gens comprennent bien, voilà, c'est vraiment une espèce de puzzle. Il faut réunir beaucoup de pièces pour arriver, à ce qu'on explique, il y a un budget vraiment faible. Et pareil, quand il s'agit de 30 000 € à l'écriture, pour les gens, ça peut paraître beaucoup, mais il faut comprendre que ce sont des métiers où, des fois, pendant 10 ans, vous n'avez pas un euro qui rentre. Et puis, vos 30 000 €, vous allez vivre 2-3 ans dessus. C'est exactement ce à quoi ça m'a servi. Voilà. Donc, et puis, en fait, c'est 30 000 €. En fait, c'est 20 000 pour l'auteur et 10 000 pour des consultants. Donc, après, finalement, vous vivez 1 an et demi. Au final, je pense que j'ai bien dû faire 2 ou plus. Donc, je parle pour peut-être les gens qui nous écoutent. Mais oui. Mais effectivement, en fait, c'était donc les conséquences sur le tournage et sur la fabrication du film. Le fait que ce soit un si petit budget, ça a fait qu'on a eu 25 jours de tournage en tout, ce qui est très peu. Un montage assez serré aussi. Alors, dans mon cas, c'était pas non plus dramatique. Oui, puisque comme vous nous disiez, tout est très préparé. Voilà, en fait, donc il n'y a pas beaucoup de hasard, donc tout est vraiment, c'est très découpé. Enfin, en fait, il y a beaucoup de plans séquences qui sont très millimétrés. Donc finalement, on cherche pas grand chose autour. Bien sûr, on cherche avec les comédiens. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent tout le temps. Il y a des imprévus, il y a des choses qu'il faut couper par manque de temps, tout ça. Mais globalement, en tout cas, mon type de cinéma fait que tout est très préparé. Donc, quand tu arrives en montage, tu as déjà une matière très claire et qui ressemblait à ce que tu projetais. Et puis en plus, j'ai un excellent monteur qui fait que je remercierai jamais assez mon équipe qui a été hyper soudée sur le film. Et donc, c'est sûr que ça permet beaucoup de choses, quoi. On a le droit de parler un peu des détails du tournage ou on est short en termes de temps ? Non, on n'est pas short, on fait ce qu'on veut ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu concrètement du tournage et comment, j'imagine que ça devait être ta plus longue expérience de tournage, j'imagine, comme pour tous les premiers réalisateurs d'un premier long. Est-ce que concrètement, tu vois, est-ce que
as ressenti une fatigue? Comment ça s'est passé? En fait, étrangement, pas du tout. En fait, moi, je suis une vraie marmotte. Je dors énormément dans la vie quotidienne, enfin, hors tournage. Et j'appréhendais beaucoup, parce que j'ai des amis qui ont fait également leur premier long l'année précédente, et qui m'ont dit, dors, fais-toi une cure de vitamines, fais du sport, enfin plein de conseils comme ça, un peu plus ou moins à la con, très judicieux pour me préparer au tournage. Et que j'ai plus ou moins fait, mais j'angoissais un peu du manque de sommeil. Et en fait, sur le tournage, je dormais très peu et j'avais une énergie démesurée, une espèce de permanente adrénaline qui faisait que j'étais un bulldozer, en fait. Et en fait, le tournage s'est vraiment très très bien passé. On a eu pourtant pas mal d'imprévus, comme toujours, mais... En fait, je pense que c'est quasiment la première fois de ma vie où je savais quoi faire à chaque moment, où j'étais comme un poisson dans l'eau, où finalement j'avais comme une espèce de compréhension de ma raison d'être. C'est très bizarre de dire ça, mais en fait, il y avait des problèmes, je savais comment les gérer tout le temps, et avec un plaisir permanent. Et donc, finalement, le tournage, c'était quand même une grande joie pour moi, et je pense pour toute l'équipe. On a beaucoup ri. Et en même temps, on bossait comme des brutes parce qu'il fallait rentrer un plan de travail. Les journées étaient quand même très très serrées. Et en même temps, c'était un peu la franche rigolade, bizarrement. Donc c'était un vrai plaisir. Il y a eu des tensions, mais qui étaient plus liées aux scènes et à ce qui se passait dedans. Enfin, comme si le film nous dictait notre comportement sur le plateau. Mais globalement, c'était un plaisir fou, quoi. Vraiment. Et j'ai qu'une hâte, c'est de retourner en tournage, en fait. D'accord. Et du coup, l'étape que tu as préférée, c'est le tournage, le montage. Ouais, c'est le tournage. C'est clairement le tournage. En fait. Le montage, j'ai adoré aussi, mais le montage, finalement, en plus, dans mon cas, on a tourné en décembre, janvier, 2014. Voilà, 2014-2015. Et en fait, on a appris en avril qu'on était prêt à Cannes. Donc, on était encore en montage. Donc, c'était très, très short. Pardon, est-ce que tu peux nous dire justement exactement comment tu as appris la nouvelle et qu'est-ce que tu as ressenti et comment ça s'est passé? Alors, la nouvelle... je vais pas détailler précisément le jour où je l'ai apprise parce que je peux pas tout raconter. Ah, parce que c'était une confidence Non, pas vraiment. En fait, en tout cas, donc, quand on l'a appris, oui, on a appris que c'était quasi bon. Et puis, en fait, finalement, on s'est rendu compte le lendemain que c'était pas encore sûr. Et puis, en fait, on a su quelques jours après que c'était sûr. Donc tout allait bien. Mais en tout cas, il y a eu un petit montagne russe. Voilà, un petit moment de stress. Et d'autant plus que nous, on était à Cannes dans la section acide. Donc, c'est la plus petite sélection cannoise qui est celle du cinéma indépendant, donc qui est vraiment un endroit génial parce que la sélection se fait par des cinéastes eux-mêmes. D'ailleurs, cette année, moi, je vais participer en tant qu'ancienne sélectionneuse ou sélectionnée, je dois cette année. Voilà, exactement. C'est un peu le contrat pour placer un barbarisme. Voilà, tout à fait. Et du coup, c'était effectivement quelque chose de génial. Et jusqu'au dernier moment, on a eu aussi... on savait pas si on n'était pas pris à la quinzaine. Ça a été assez... on était en shortlist jusqu'à la fin. On a su, le jour de l'annonce de la compétition officielle, qu'on n'était pas à la quinzaine. C'était un peu le jeu des chaises musicales. Ils attendaient de savoir si... par exemple, Desplechin, on ne sait pas exactement quel a été celui qui nous a poussé dégager, mais en tout cas, a priori, donc jusqu'à la fin, on était en très shortlist pour la quinzaine. Et donc, ce qui était, de toute façon, dans les deux cas, c'est super. Après, l'acide, c'est vraiment génial parce qu'il y a moins de pression. C'est pas compétitif, c'est un peu moins paillettes et paparazzi, et du coup, c'est beaucoup plus sympa finalement. Mais donc voilà, juste pour revenir au montage, le montage était très 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 dense aussi, puisque en fait, donc tout a été vraiment, finalement, l'écriture, la recherche de financement, tout ça a pris énormément de temps. Et dès lors qu'on a commencé le tournage, tout s'est précipité et on a fini le DCP la veille de Cannes. D'accord. Et d'ailleurs, à Cannes, moi, c'est ma pire projection parce qu'il y avait des problèmes sur le DCP.
Autant dire que Le, je me le chiais DCP, dessus. le DCP, c'est le support de projection. Voilà, Ouais. c'est la copie Voilà, maintenant c'est devenu numérique. donc, exactement. Donc, et du coup, J'aurais bien aimé vous recevoir dans une émission où on aurait dit la pellicule. ah oui, la j'aurais bobine. adoré moi aussi la bobine. Il faut être Christopher Nolan pour ça. Peut-être qu'il viendra à Radio Rhododendron un jour. Il y a encore des gens qui tournent en pellicule. Oui, Star Wars, c'était tourné en pellicule. Tarantino, Tarantino. en 60 mm, l'intégriste. Ben, moi, j'espère tourner mon prochain en pellicule. J'adorerais. En fait, là, on l'a pas fait faute de moyens financiers, mais en soi, évidemment. Ça représente un surcoût réel, ouais. En fait, pas forcément. C'est ça qui est intéressant. Mais en fait, oui et non. Finalement, donc, ce qui coûte cher, c'est la pellicule, parce que les caméras, vu que plus personne ne tourne en pellicule, donc les caméras sont presque bradées, le matériel. Mais par contre, la pellicule coûte très cher, le développement, enfin tout ça. Et donc, ça dépend. En fait, moi, dans mon cas, comme j'avais beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas professionnels, je préférais privilégier la possibilité de faire de nombreuses prises plutôt que d'avoir un nombre de bobines, enfin de pellicules très restreintes. Et en fait, si j'avais tourné en 35 mm, par exemple, j'aurais pu faire 1 ou 2 prises maximum par plan. Ce qui est... qui aurait été possible, mais dans mon cas, premier long... Ouais, puis ça aurait été angoissant. Ouais. Voilà. Et donc, mais en l'occurrence, moi, je fais pas beaucoup de prises. En moyenne, finalement, on en faisait maximum 4. Donc, des fois, on en a fait plus pour certains plans. Mais la moyenne était 4. C'était pas en moyenne maximum, c'était la Donc, moyenne. tu sais que tu peux passer à la pellicule maintenant. Donc, pour je me rassurer dis, les prochains producteurs, voilà, elle fait 4 prises. Donc vous pouvez balancer la péloche. Mais ouais, en tout cas, ça c'est quelque chose. Je sais pas non plus, parce que finalement, donc on a fait beaucoup de recherches formelles, même sur le grain, sur le matériel qu'on a utilisé. On a fait beaucoup d'essais avant avec mon chef-op, de façon à avoir un rendu qui n'est pas trop plaqué vidéo, parce que ça peut être très très moche. Et donc là, c'est pas tellement perceptible. On a d'ailleurs rajouté du grain 35 filmé par-dessus. D'accord, ok. Ah ouais, c'est pas mal. Au final, ouais, au labo. D'accord. Je sais plus si j'ai répondu à tout. Liam, vous avez des questions encore? Moi, je pourrais continuer toute la journée à parler de détails, quoi, mais voilà. Mais ça, on peut le faire en off. On peut le faire en off, ouais, bien sûr, Je vous rappelle qu'il y a 20 à 200 personnes qui écoutent quand même. Ah bah si, peut-être peut-être une petite question sur juste ton anxiété par rapport à la sortie. Et donc là, c'est dans quoi? C'est dans 11 jours, c'est ça? Exactement. Donc, pardon, j'ai spoilé la date d'enregistrement de... Ah bon, elle est annoncée à chaque février. fois. Elle est annoncée à chaque fois. Et non, mais comment tu le vis? Est-ce que, enfin, comment dirais-je, sans vouloir préjuger de ce que tu vas répondre, ça reste un très très petit film. Donc, à quel point est-ce que le risque de déception est grand? Alors, quelque part, je sais où je me situe. Donc finalement, je m'attends, on va dire, au pire. Pour être... le pire reste la norme pour le pire reste la norme pour tous les petits films. Donc nous, on a un tout petit distributeur qui est super d'ailleurs, qui est très engagé. Donc c'est Zoetrope, mais ils n'ont pas une envergure démesurée. Et du coup, le film va sortir sur environ 15 copies France, ce qui est très peu. Et donc à Paris, en fait, c'est là où l'anxiété arrive. On ne sait pas jusqu'au dernier moment dans quelle salle il va être programmé. On saura ça la dernière semaine, voire le lundi avant la sortie. Donc c'est très très compliqué, même pour la promotion, pour le passage de la bande-annonce dans les salles. Donc on sait déjà qu'il sera au Reflet Médicis et a priori au Bastille. Ah, très bien. Parfait. Donc c'est bien, mais c'est peu. Et surtout quand tu travailles sur un film depuis 5 ans, tu te dis, tu le portes à bout de bras non-stop. Et donc il y a effectivement une forme de déception. Et en même temps, voilà, c'est un premier film, c'est mon premier long, j'en suis fière. J'ai pas fait de concessions. J'ai pas choisi des acteurs connus pour avoir un plus gros distributeur et donc une plus grosse sortie. C'est un choix que j'ai fait de manière totalement délibérée, en connaissance de cause. J'en subis les conséquences, en même temps je les assume complètement. Donc voilà, c'est tout un peu à double tranchant. Et en même temps, je peux pas dire que je suis très heureuse qu'il passe que dans 2 salles à Paris. Bon, peut-être que ce sera plus, on verra bien sûr par la suite, mais c'est une période difficile, en effet. D'accord. Que vous aimeriez bientôt vivre vous-même, Bien Liam sûr, Engel, bien sûr, si vous je veux voulez ça. en 30 secondes vous parler un peu de ce que vous moi, faites vous-même, Moi, en dehors de vos statistiques. En dehors de mes statistiques, j'ai réalisé des courts-métrages, plusieurs courts-métrages, surtout de la comédie. Donc ça, c'est une chance, entre guillemets, vu que, ça laisse imaginer que
je puisse faire de Plus la grosse comédie. cible, Oui, plus- voilà, c'est plus- ça. Ouais, plus disons gros que, financement. disons que mes goûts spontanément me portent vers quelque chose qui serait du coup plus soi-disant commercial. Mais bon, en fait, personne n'est bien logé. En fait, c'est même qu'on croit qu'on fait quelque chose que les gens attendent, c'est en général faux. Donc voilà. Et donc du coup, je travaille sur des projets longs. Un avec un producteur. Là, j'écris un autre film sans prod pour l'instant. Mais voilà, ça avance. On trouvera un créneau une autre fois pour en parler plus longuement. Voilà, c'est ça. Parce que l'invité, c'était tout de même avant tout Julia Kowalski, que je vais remercier, Merci pour l'accueil. en rappelant donc une dernière fois la sortie de Crash Cœur le 17 février. On va terminer avec un morceau, comme décidément on fait rien dans l'ordre, qui se trouve grosso modo vers le milieu du film, qui est un morceau qui s'appelle Bleed, du groupe Villa Piégée. Oui, qui est aussi d'ailleurs un morceau de mon Toujours, frère ouais, de Daniel. Daniel. Donc oui, en fait, peut-être on peut rajouter un tout petit truc par rapport à ça. Donc effectivement, donc Daniel, c'est mon frère et c'est le compositeur du film. Et voilà, je voulais juste dire à quel point il a été un soutien et puis aussi à quel point sa BO est importante pour... fonctionne a priori. Ouais, donc, non, ça- quelque ça- chose que tout le monde remarque et donc ça participe énormément. Enfin voilà, c'était un vrai collaborateur artistique fondamental pour le film. Ouais, ça fonctionne énormément parce qu'il y a des moments du film qui me reviennent par les images et inversement quand on a réécouté les extraits qui sont assez courts en plus, générique de début, vous voyez, il y a tout de suite des images qui me reviennent de l'ensemble du film. Et chose assez rare aussi que je vous disais avant, en projection presse, truc que j'avais encore jamais vu, il y avait quelqu'un à côté de moi qui était tellement dans le film et en plus c'était un moment où effectivement musical, il n'y avait pas de dialogue à ce moment-là. Et ça faisait 2 fois qu'il avait dit aux 2 filles de devant de se taire. Et en fait, il leur a dit de se taire pendant un moment, justement, uniquement de musique et d'émotion. Et c'était au moment de la BO en question. Ça fait plaisir Voilà. Et s'il était à fond dedans, C'est c'est vraiment super. rare en projection presse de voir ça. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote et pour terminer sur la musique. Donc on se dit tous au revoir, bonne nuit, bonjour. Au revoir, bonne nuit, bonjour. Au revoir, bonne nuit, bonjour. Et vous avez inauguré la nouvelle saison de Radio Rhododendron, je vous remercie. Merci.